Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de suivre l'audition de Jacques Mézard. Le ministre de la Cohésion des Territoires était interrogé par la Commission des Finances du Sénat. Alors, il était interrogé sur le budget 2018. Et vous allez le voir, Jacques Mézard est particulièrement revenu sur la réforme du logement. Selon lui, il faut vendre davantage de logements sociaux pour financer les bailleurs sociaux, alors que ces derniers, ils devront baisser leur loyer. Il évoque cette proposition alors que le gouvernement prévoit, bien sûr, dans le budget 2018, de baisser les APL. Jacques Mézard qui demande donc aux bailleurs sociaux de baisser leur loyer pour ne pas impacter les allocataires. Le ministre propose de passer de 8 000 à 40 000 logements sociaux vendus par an. Voilà, tout de suite donc, je vous propose d'écouter l'audition de Jacques Mézard devant la Commission des Finances du Sénat. Monsieur le ministre, mes chers collègues, concernant les programmes dont j'ai la charge, il y a du bon et du moins bon. Je vais commencer par le bon et je vais m'appesantir sur le moins bon étant l'article 52 qui pose véritablement problème, et c'est là-dessus, monsieur le ministre, que je souhaiterais vous interroger. Sur ce qui est positif, les crédits d'hébergement d'urgence qui effectivement cette année voient leur montant augmenter. Bon, la question est de savoir si face à la crise que nous connaissons, ça sera suffisant pour y faire face et si l'État pourra enfin sortir des réquisitions de gymnase qu'il est amené à opérer de manière assez régulière, notamment en Île-de-France, pour régler les problèmes. Mais constatons effectivement que les crédits progressent et c'est tant mieux. Du côté des mesures positives également, la sécurisation du programme Habiter mieux de l'ANA, qui effectivement est doté de 110 millions d'euros. On peut que s'en féliciter. Alors maintenant sur le fameux article 52 et l'APL. Vous nous avez fait passer un petit document, monsieur le ministre, qui s'intitule « Présentation de la stratégie logement du gouvernement ». Je dois vous dire que je me demande véritablement s'il y a une stratégie logement. On a connu une crise relativement grave et nous sommes sortis de cette crise avec des mesures particulières et on peut considérer que l'année 2017 et sur ce qui se profile en 2018, on va atteindre effectivement un nombre de constructions de logements qui va être très satisfaisant. Donc le secteur est reparti. La crainte qu'ont exprimé tous ceux que j'ai pu commencer à auditionner est claire. Est-ce qu'on ne va pas, après 2018, parce qu'effectivement l'impact 2018, on peut penser qu'il serait limité, mais est-ce qu'on ne va pas, dès 2019 et dès 2020, replomber un secteur dont l'économie a très largement besoin? Et je m'explique. On a découvert au mois de septembre, parce que cette mesure n'avait jamais été annoncée précédemment, que l'État entendait trouver 1,5 milliard en réduisant effectivement le coût des APL. Et cette mesure est un peu tombée comme cela. On a vraiment le sentiment, monsieur le ministre, que c'est vraiment une mesure de rendement. Il fallait que Bercy trouve 1,5 milliard sur les APL et on a choisi une solution qui est très simple. On demande aux bailleurs sociaux de réduire les loyers d'environ 50 € pour un certain nombre de locataires et puis de l'autre côté, on réduit l'APL à due concurrence. Les conséquences de tout cela, on les connaît à peu près maintenant, elles sont chiffrées. L'autofinancement des bailleurs concernés, qui est d'à peu près 2 milliards, va être amputé d'1,5 milliard. On nous dit que 100 mesures pour essayer de rectifier le tir, 100 bailleurs vont se retrouver au tapis et 180 bailleurs vont se retrouver dans une situation telle qu'ils seront pas loin, effectivement, d'aller au tapis également. Donc la vraie question est de savoir si les mesures de compensation que vous proposez vont permettre de les sortir de là et quelles conséquences sur tout cela. Parce que si au bout du compte, les bailleurs ne peuvent pas entretenir leur patrimoine ou ne peuvent plus contribuer à financer du logement social, qu'est-ce qu'on aura gagné au bout du compte ? Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces mesures, elles auront un impact sur la construction de logements sociaux, mais pas seulement. Dans beaucoup de communes, et notamment en zone tendue, beaucoup d'opérations sortent parce qu'il y a 20, 25%, 30% de logements sociaux. Donc si ces logements sociaux ne sont plus là, combien d'opérations purement privées ou semi-privées allons-nous pénaliser ? C'est vraiment les questions que nous devons nous poser. Alors on nous dit, pour remplacer cette perte de l'autofinancement, on va faire de la mutualisation. Mais enfin, de la mutualisation sur quoi ? Alors je sais bien qu'à Bercy, on nous dit que les HLM sont assis sur un tas d'or et qu'il y a largement de quoi. Permettez-moi effectivement de considérer que si certains ont encore des possibilités de contribuer à une mutualisation, il y a quand même à s'inquiéter sur l'efficacité globale de cette nouvelle opération de redistribution budgétaire. On nous dit également on va aider les bailleurs avec un étalement de leur dette actuelle. Enfin, étaler de la dette, c'est toujours de la dette.
Et on nous dit qu'il y aura une nouvelle opération de prêts de haut de bilan. Mais des prêts de haut de bilan, ce sont toujours des prêts. Et ça ne va pas remplacer de la ressource qui aura disparu. Donc, Monsieur le Ministre, pour ne pas être trop long, mais je pense que vous aurez compris l'inquiétude du rapporteur spécial, tout comme je pense, j'en suis même certain, vous avez compris l'inquiétude du monde HLM, on ne peut pas en rester là. Or, il semble que véritablement, on soit dans une situation de blocage. Le monde HLM s'est braqué vraiment. Certains vont peut-être même certainement trop loin, parce que dans mes auditions, j'ai appris qu'un certain nombre d'offices avaient tout simplement décidé de ne pas signer les ordres de service qui devaient partir. Il ne s'agirait pas non plus d'aller trop loin et de pénaliser le bâtiment, parce que, bon, hein, on sait quand ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête, tout ça. Donc, je pense qu'il est temps de remettre tout le monde autour de la table. Donc, la question que je vous pose, en plus de celle que je viens de vous poser indirectement, c'est est-ce que véritablement la porte est ouverte? Et l'idée que j'ai aujourd'hui et que je vous soumets, c'est effectivement d'essayer de remplacer cet article 52 par un package de mesures qui d'un côté pourrait rapporter effectivement des recettes fiscales à l'État, on a parlé de la TVA sur le logement social, mais de l'autre côté, peut-être qu'en retravaillant la formule de l'APL, il y a 2 ans, je rappelle que le Sénat avait adopté un amendement que j'avais proposé qui visait effectivement à mettre en place un taux d'effort minimum qui permettrait également, et là ça serait une mesure d'équité qu'on peut expliquer, pas comme le rabot de 5 € pour tout le monde. Donc est-ce que, avec un panel de mesures, on ne pourrait pas sortir de cette situation de blocage qui, à mon avis, nous emmène dans le mur et qui, si au bout du compte devait être définitivement adopté, à mon avis, aura des répercussions très fortes sur tout le secteur et pas seulement sur le logement social. Et encore une question, si vous me le permettez, là, sur la politique de la ville et l'ANRU. On est passé, Monsieur le Ministre, de 5 milliards à 6 milliards, ça c'était le gouvernement précédent. On nous a annoncé le doublement, c'est très bien. Mais si les bailleurs ne peuvent plus y venir, faute de moyens, bon, la question ne se posera pas de savoir où est-ce qu'on trouvera les 4 milliards d'euros supplémentaires. Mais imaginons que les choses aillent mieux. Comment est-ce que vous comptez effectivement trouver ces 4 milliards supplémentaires annoncés? Merci. Excusez-moi. Oui. C'est la suppression de l'APL accession. Parce que là aussi... Avec l'article 52, on nous dit on va faire de la péréquation et puis les bailleurs n'ont qu'à vendre des logements pour essayer de retrouver effectivement des fonds. Très bien. Mais généralement, on vend aux locataires occupants qui généralement ne disposent pas de ressources très importantes. Donc l'APL accession permet-elle de les solvabiliser? Donc d'un côté, on nous dit on voudrait que les bailleurs vendent, que les locataires achètent, et d'autre côté, on supprime l'APL accession. Franchement, Monsieur le Ministre, ça n'est pas très lisible tout cela. Merci Philippe. Bernard Delcros. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je veux évoquer plus particulièrement évidemment les programmes 112 et 162, mais auparavant j'aurais une question sur un sujet que vous avez évoqué dans votre intervention qui concerne le prêt à taux zéro. Effectivement, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit la suppression du prêt à taux zéro en zone C en 2018 et en zone B2 en 2019. J'ai bien entendu évidemment l'ouverture qu'a faite le président de la République pour maintenir, comme vous l'avez rappelé, le prêt à taux zéro en zone C et B2, C et B2 bien sûr, pour les 2 ans qui viennent. Mais j'ai une question complémentaire. Aujourd'hui, les prêts à taux zéro financent 40% de l'opération. Est-ce que en zone C, le prêt à taux zéro, est-ce que les primo-accédants des zones C bénéficieront du même dispositif que dans les autres zones du territoire français à 40%, ou est-ce que, comme j'ai cru le comprendre, en zone C, le financement de l'opération serait réduit de moitié à 20%? C'est une question précise sur la question des prêts à taux zéro. Sur le programme 112, je constate une baisse de crédit de 58%. Essentiellement dû à la baisse des crédits sur les contrats de ruralité qui avaient été alimentés l'année dernière, en 2017, à hauteur de 212 millions. J'en profite pour dire que ces contrats de ruralité qui ont été mis en place pour la première fois en 2017 par votre prédécesseur sont d'excellents outils adaptés aux stratégies de développement local dans les territoires ruraux, en symétrie, j'ai envie de dire, des contrats de ville pour les parties urbaines.
Donc, ma question, et je constate bien sûr que vous avez prévu en crédit de paiement les 44 millions nécessaires pour répondre aux engagements de 2017. Donc, ma première question, vous avez rappelé que les crédits à l'aménagement au contrat de ruralité ne seraient plus affectés sur le programme 112, mais rejoindraient la mission RCT. Donc, ma première question porte précisément sur ce sujet. Quelle raison peut amener à inscrire ces crédits des contrats de ruralité sur la mission RCT, alors que, comme ça a été rappelé à juste titre, il y a eu un regroupement des missions. D'abord en 2015, la politique de la ville qui a rejoint la mission politique des territoires, et cette année, un regroupement avec la mission égalité des territoires et logement, ce qui me paraît cohérent. Alors comment peut-on expliquer qu'on retrouve dans cette mission qu'on a voulu finalement réunifier en quelque sorte à la fois les contrats de plan État-région, à la fois le logement, à la fois les contrats de ville, finalement les contrats de ville qui sont les contrats de plan État-région mais à l'échelle urbaine, et puis les contrats de ruralité qui figuraient, qui n'y sont plus. Quelle cohérence dans tout ça, et je trouve qu'on y perd en identification et en lisibilité de la politique d'aménagement du territoire. Deuxième question sur ces contrats de ruralité, c'est le montant qui est prévu cette année. L'année dernière avait été prévu 212 millions en autorisation d'engagement, et cette année, on réduit cette somme à 45 millions d'euros. Alors, sur quel constat se fonde cet arbitrage ? 45 millions d'euros sur la mission RCT, mais 45 millions d'euros seulement. Et donc, j'ai quelques questions. Combien de contrats ont été signés en 2017 ? Quels montants ont été engagés sur ces contrats 2017 ? Est-ce que les 45 millions d'euros, quand je les compare aux 212 millions qui avaient été inscrits en 2017, est-ce qu'on considère que ces 45 millions d'euros permettront d'honorer la deuxième année de financement des contrats signés en 2017, ou est-ce qu'on peut imaginer de nouveaux contrats signés en 2018, et dans ce cas-là, comment peut-on y arriver avec 45 millions d'euros ? Autre question, ces contrats avaient prévu, et c'était une excellente chose, de pouvoir financer de l'ingénierie territoriale pour permettre aux intercommunalités rurales de monter en compétences. Est-ce que ce sera encore possible en 2018 ? Voilà les quelques questions que j'avais sur le programme 112. Sur le programme 162, le programme des interventions territoriales de l'État, alors je constate une baisse importante sur l'action eau agriculture en Bretagne, qui est un enjeu extrêmement important de santé publique. Les crédits sont divisés par 3. Pouvez-vous nous dire quelle en est la raison ? Qu'est-ce qui justifie cette baisse ? Il en est de même sur le Marais Poitevin, un sujet que je connais bien, parce que j'ai eu l'occasion de faire un contrôle sur ce sujet où les crédits sont à la baisse, ce qui ne me paraît pas justifié. Et dans le même temps, on a inscrit une nouvelle action sur la région Occitanie, sur le plan littoral en Occitanie, pour un crédit très faible de 1 million d'euros en autorisation d'engagement, alors que le programme pluriannuel du plan littoral en Occitanie est de près de 1 milliard d'euros. Donc, quelles sont les raisons qui justifient à baisser les crédits sur le programme de Bretagne, sur le Marais Poitevin, et inscrire avec une somme aussi faible un nouveau programme en région Occitanie? Voilà les quelques questions que je voulais poser pour approfondir ce sujet concernant ces deux programmes 112 et 162. Je vous remercie. Merci, mon cher Bernard. Monsieur le ministre, vous avez entendu les questions de nos deux rapporteurs spéciaux sur les crédits qui concernent votre ministère. On va vous donner la parole pour une premiers éléments de réponse, puis ensuite on repartira à l'écoute des uns et des autres. Monsieur le sénateur Dallier, je sais que vous connaissez ce sujet parfaitement et j'ai eu le privilège de lire et de relire vos excellents rapports sur la question. Je pourrais d'ailleurs, pour les avoir relus encore très récemment, vous dire que sur un certain nombre de vos conclusions, nous sommes d'accord. Parce que, si ma mémoire est bonne, je n'ai pas souvenance que vous ayez considéré que la situation était parfaite et qu'il ne fallait pas la modifier. Bien au contraire. Bon. Vous m'avez posé des questions concernant l'article 52 en me demandant si la discussion et le dialogue étaient possibles. Je vous réponds oui, bien sûr.
Et si le Sénat fait des propositions, je pense que cela ne peut qu'être positif pour faciliter le dialogue et la résolution d'un certain nombre de problèmes. Mais au-delà de cela, j'entends la réaction d'un certain nombre de bailleurs sociaux. Je dis bien d'un certain nombre, parce qu'ils ne sont quand même pas totalement tous sur les mêmes lignes. Et il y a 4 branches dont nous connaissons les uns et les autres les positions, les intérêts souvent communs mais parfois divergents. Qu'est-ce que nous souhaitons? Qu'est-ce que souhaite le président de la République et son gouvernement? D'aller vers une restructuration de ce secteur. Ce qui, de par les discussions que j'ai avec les uns et les autres, ne me paraît pas d'ailleurs être remis en cause. Et j'ai le sentiment, en tout cas dans les discussions que nous avons, qu'il y a une forte volonté de restructuration qui ne peut pas se faire en 3 mois. Nous sommes d'accord là-dessus. Et le président de la République lui-même a dit qu'il faudrait 2 ou 3 ans pour restructurer le secteur. Je crois que c'est tout à fait l'objectif vers lequel il faut tendre. Alors, il ne s'agit pas de brutaliser quiconque, mais nous avons, si ma mémoire est bonne, plus de 730 opérateurs, avec des formules diverses et variées, et des situations aussi financières extrêmement diverses. Vous avez rappelé que l'article 52 pouvait avoir des conséquences lourdes pour un certain nombre. C'est exact. Bon, il faut voir comment arriver à rééquilibrer les choses. Mais la restructuration, elle est indispensable. Et puis, je ne vais pas vous faire la litanie ni des rapports que vous avez eu l'occasion de déposer ici, et vous n'avez pas été le seul à en déposer, ni ce que encore dit récemment dans un référé la Cour des comptes. Bon, ça ne veut pas dire, pour avoir souvent déclaré dans ces murs que les rapports de la Cour des comptes étaient intéressants, mais que c'était pas forcément la Bible. Je prends des propos mesurés pour ne pas être pris en défaut sur mes propres déclarations intérieures ici. Mais il n'en reste pas moins qu'un certain nombre d'éléments chiffrés et comptables encore mis en évidence par la Cour des comptes montrent que dans ce secteur, il y a des évolutions qui sont indispensables. J'en suis personnellement convaincu et nombre de représentants de bailleurs sociaux aussi. Donc, vous avez fait vous-même des propositions dans des rapports chaque année, dont aller vers une évolution du taux d'effort. On a déjà eu l'occasion d'en discuter. On peut se poser aussi la question de la TVA. Bon, je crois que les réflexions, en tout cas, que votre commission et que le Sénat pourra avoir, je le souhaite en tout cas, pourront être pris en considération pour peut-être améliorer encore les choses et les propositions et le package à mettre en face des efforts qui sont demandés. Parce que je ne reprendrai pas non plus les propositions qui existaient dans plusieurs programmes de candidats au présidentiel, mais le montant global des efforts de l'État en matière de logement n'apporte pas en face une situation tout à fait suffisamment positive en matière de construction. Il y a un point sur lequel, plusieurs points sur lesquels je voudrais insister, la question de la vente des logements. Je suis de ceux qui considèrent qu'il faut aller davantage en ce sens, que sur plusieurs millions de logements sociaux, il y ait simplement, ces dernières années, 7 à 8 000 ventes de logements par an, ne me paraît pas une bonne situation. Dans les discussions que j'ai eues, et avant que la situation, pour diverses raisons, ne se crispe, pas avec moi, mais très clairement aussi, nous avons besoin
qu'il y ait davantage de ventes de logements sociaux. Pour l'accession sociale, aussi, bien sûr, pour amener des financements aux bailleurs sociaux, parce que c'est un bon moyen d'apporter des financements. Je crois que personne ne peut sérieusement le discuter. J'y ai mis, devant la commission des finances, et je suis transparent, il y a des propositions d'action logement en la matière, hein, pour mettre en place une structure porteuse. Il y a des négociations entre Action Logement et l'USH, en tout cas il y en a eu. Moi, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, que ce soit les deux, je suis convaincu que dans ce pays, 0,2% du parc vendu chaque année, ce n'est pas suffisant. J'avais dit qu'on pouvait monter, pas tout de suite, mais sur plusieurs années, à 40 000 logements, ça ferait que 0,8%. Et avec, en considération du nombre de logements et de ce qui est mis en vente et non vendu, je pense que là, il y a vraiment une possibilité, avec des conditions que j'ai posées dans les discussions que j'ai eues tant avec Action Logement que l'USH, c'est qu'on respecte les droits des locataires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'utiliser ça pour mettre dehors du parc social des personnes qui y ont droit. Et que cette accession doit être réservée de manière privilégiée à ceux qui sont dans ce parc social, ce qui a été entendu. Et ça ne peut fonctionner que s'il y a des ventes en bloc. D'où l'intérêt de créer une structure porteuse. Parce que j'entends aussi, j'ai siégé un certain nombre d'années dans un office départemental d'HLM, j'entends la prudence de certains bailleurs, de nombre de bailleurs, en disant j'ai un immeuble, si j'y mets si je vends un appartement, 2 appartements et que je crée une copropriété, les ennuis qu'il peut y avoir, donc on ne peut en sortir véritablement positivement que par la mise en place d'une structure porteuse avec les financements adéquats, ce qui est possible. En tout cas, les éléments existent. Et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens parce que ça sera le moyen, et nous le savons, quand on vend un logement, point de vue financier, au minimum, on peut en construire 2. Ça, je dis bien, c'est au minimum. Bon. Donc c'est une voie que j'ai demandé aux uns et aux autres d'examiner et sur laquelle nous devons aller plus loin. Sur la mutualisation, elle est indispensable, la mutualisation. Alors évidemment, pour qu'elle ait un sens, il ne faut pas que ça mette tout le monde à sec. Là aussi, je partage l'approche qui est la vôtre. Voilà la réponse, en tout cas, que je voulais vous faire en ce qui concerne ce point. Je reste partisan du dialogue, je le maintiens, et toutes les ouvertures qui pourront aller dans le sens que nous connaissons tous les deux seront les bienvenues. Vous m'avez interrogé, vous m'avez dit que sur la sécurisation des crédits ANA, cela allait. Sur l'hébergement d'urgence, vous avez salué l'effort que nous faisons. Est-ce qu'il sera suffisant ? Les mois qui viennent nous permettront de le dire. Je ne suis pas sûr qu'il sera suffisant, parce que je veux qu'il y ait à la fois l'hébergement d'urgence et aussi la politique du logement d'abord. Et bon, là aussi, il n'est pas dans mes intentions de revenir sur ce qui s'est passé avant. Enfin, de critiquer les gouvernements précédents d'une quelconque manière que ce soit. Il y a un bilan, il y a une situation, mais sur l'hébergement d'urgence, on a un système, en tout cas budgétaire utilisé, qui ne m'a pas paru être génial, enfin en tout cas qui pose des problèmes, parce qu'on est chaque fois sur une sous-estimation en début d'année de ce qui va arriver, on le sait. Bon. Donc il va bien falloir à un moment, enfin je le souhaite, qu'on arrive à un rattrapage. Vous m'avez interrogé sur l'ANRU. Le milliard, nous l'avons signalé. Action Logement, la convention qui va être signée, c'est 2 milliards qui, normalement, vont faire l'objet d'une signature prochainement. Et puis, dans le cadre de la négociation que nous avons avec l'USH, on va voir si nous y arrivons ou pas.
Ça fait déjà 8 de sécurisés, hein, et j'espère et je souhaite qu'on arrive aux 10, puisque sur la durée du NPNRU, qui s'arrêtera en 2031, quand on met 1 milliard, ça veut dire en fait qu'on met 65 millions par an. Quand on met 2 milliards, ça veut dire qu'on met 130 millions d'euros par an. Je crois que, je suis convaincu que nous allons y arriver, et c'est indispensable. C'est indispensable par rapport à la situation de nombre de ces quartiers, et puis c'est indispensable par rapport au nombre de quartiers qui ont été identifiés. Dans tous les départements, pratiquement, il y a, sauf un, je crois, sauf un département, il y a au moins un quartier prioritaire. Bon, ce qui est d'un côté une bonne chose par rapport à une politique d'aménagement du territoire qui n'oublie personne, mais qui n'est pas toujours une bonne chose par rapport à la nécessité de concentrer l'action sur les secteurs qui en ont véritablement le plus besoin. J'entends alors qu'il y a eu une dissociation entre les quartiers prioritaires d'intérêt national et ceux d'intérêt régional, mais y compris dans les secteurs, dans les quartiers d'intérêt national, je pense qu'il y a encore une différenciation qui ne peut pas être faite par rapport à ce qui a été prévu sur le NPNRU, mais qui, en tout cas, dans les efforts du gouvernement, je pense que le président de la République, je fais plus que le penser d'ailleurs, interviendra prochainement sur cette problématique. Je pense que nous avons à mettre en place une politique encore plus soutenue sur les quartiers prioritaires nationaux les plus fragiles, parce qu'il y a vraiment des tensions considérables. Bon, et que j'ai eu l'occasion déjà de le dire à plusieurs reprises, et je ne pense pas qu'on puisse juger là-dessus notre politique sur 3 mois. La situation est difficile, et il y a des quartiers où je le dis, on a le sentiment depuis plusieurs années que la République se retire et que d'autres sont en train de prendre la place. Et que ça, c'est pas tolérable, et ça pose des problèmes vraiment très importants, et en particulier à nos collègues élus locaux qui sont en charge de ces villes, de ces communes, et qui expriment par un certain nombre de remontées médiatiques à la fois leur essoufflement, leur ras-le-bol par rapport aux difficultés à la fois sociales, à la fois de sécurité auxquelles ils sont confrontés. Je suis allé le jour de l'ouverture des classes en REP+, du dédoublement des classes. Le jour de la rentrée, je suis allé à Sarcelles. Bon. Les enseignants étaient très contents du dédoublement des classes, vraiment. C'est une bonne politique, mais dans les classes que j'ai visitées, ils m'ont tous dit que aucun des parents auxquels ils avaient affaire ne parlait français. Bon, c'est une réalité dans un certain nombre, pas très très nombreux, mais dans un certain nombre de quartiers prioritaires, avec des situations très, très tendues, où le jour, c'est peut-être une anecdote, mais ils m'ont dit que le jour où la question de la théorie du genre est passée dans les médias, leurs classes se sont vidées d'un coup, et qu'il a fallu aller récupérer les familles une par une. Bon, donc moi je suis conscient de ça, de ces profondes difficultés, et pour que la République ne soit pas remplacée par d'autres, je pense que nous avons à mener une politique plus spécifique là-dessus. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, il y a Delcros peut-être. Oui. Il faut. Comment accélérer le rythme. Oh oui. Si je puis me permettre. Bien, je vais accélérer le rythme. D'abord sur le PTZ. L'orientation qui a été donnée par le président de la République ne sera pas remise en cause. Le gouvernement s'exprime en ce sens, et il n'y aura pas de difficulté à mettre en place le PTZ
sur le neuf dans les zones C pour 2 ans. Et puis on verra lors du budget, du débat sur le budget 2020, ou ceux qui y seront, s'il convient de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Mais je souhaitais que ça aille dans ce sens et je me réjouis de la décision qui a été menée. Bon, il y aura un débat budgétaire au Parlement et au Sénat sur le taux, 20% ou 40%. Les choses seront appréciées, mais je pense qu'on ne pourra pas dire que les territoires détendus auront été oubliés. Sur les contrats de ruralité, il était possible, Monsieur le sénateur, d'y renoncer, de dire que ça ne se poursuivrait pas. Ce n'est pas l'option qui a été choisie par ce gouvernement et j'y ai tenu tout particulièrement. Parce que la question pouvait se poser, comme la question de maintenir le Pinel ou le PTZ après 2017 pouvait se poser. Nous avons fait un autre choix qui est de permettre à ces contrats de ruralité à la fois d'être poursuivis en fonction et financés en fonction des engagements pris, parce que c'est quand même ce qu'il faut regarder. Je ne reviendrai pas sur les débats DETR que nous avons, mais chaque année, il y a une partie des crédits DETR qui sont remontés des préfectures vers le ministère du Budget. Ça, c'est une réalité. Donc, en ce qui concerne les contrats de ruralité, nous serons attentifs à cela. On a, je crois, au niveau des dotations, même si je ne suis pas le ministre des collectivités, fait dans ce budget une approche qui m'a paru raisonnable. D'abord parce que globalement, il n'y a pas de baisse de dotation. Ensuite, parce que sur les financements, sur les efforts qui sont demandés aux collectivités et qui concernent plus spécifiquement 319 collectivités, pour le reste, et dans le département qui vous est cher et à moi aussi, ça veut dire qu'aucune commune ne sera impactée et aucune intercommunalité. Bon, je pense que c'est plutôt une bonne chose et je pense que là-dessus, j'ai fait le nécessaire pour qu'on tienne compte justement de ces espaces et de ces territoires ruraux. Sur l'utilisation de la DSIL sur les contrats de ruralité, bah oui, nous allons utiliser la DSIL et nous allons voir avec le ministre de l'Intérieur au cours de l'année comment utiliser cette DSIL. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Le souci que j'ai, c'est qu'on puisse les poursuivre. Je pense que nous allons y arriver et s'ajoutera à cela, et c'est pas neutre dans ces territoires, les opérations villes moyennes qui permettront d'apporter un certain nombre d'ouvertures dans ces territoires qualifiés à tort par d'aucuns de territoires interstitiels. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, comme vous le savez, puisqu'on vous l'a fait connaître, 18h, nous avons une conférence des présidents qui va retenir quelques-uns d'entre nous, en particulier notre collègue Gabouty, qui est vice-président du Sénat, et puis le rapporteur général. Et donc, je vais leur passer la parole immédiatement, de façon à ce que vous puissiez leur répondre avant notre départ pour 18h. Alors, peut-être le rapporteur général en premier, Albéric. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, pour vous dire, Monsieur le Ministre, que la Commission des Finances, du moins dans son ancienne composition, partage un certain nombre de constats qui ont été faits. Oui, on peut considérer que la France met beaucoup de moyens publics dans le logement et que malheureusement les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des moyens mobilisés. Sur ce plan, on se rejoint, Philippe Dallier l'a dit. Et c'est la raison pour laquelle nous avions travaillé au sein d'un groupe de travail qui était tout à fait pluraliste sur cette question, en auditionnant énormément d'acteurs, et on était parvenu à un certain nombre de constats. Et comme les rapporteurs spéciaux ont posé des questions dans leur domaine de compétences, je me bornerai à parler simplement des dispositifs fiscaux qui sont pour certains dans le PLF que nous allons examiner bientôt,
avec une première question qui concerne ce que vous avez rappelé à l'instant, et ce qui est dans le document que vous nous avez fourni, qui est la mobilisation des terrains à bâtir. Alors, je vois que la mesure que vous avez rappelée à l'instant, qui porte le numéro 21 dans le document, est incité à vendre par la création d'un abattement fiscal sur les plus-values de la vente d'un terrain dans les zones tendues. Moi, j'ai parfois un peu de réserve sur ce type de dispositif. Je pense que le système des plus-values est totalement obsolète, puisqu'il incite à la détention longue, puisque chaque année il y a un abattement, et de fait, au lieu d'accélérer la rotation des terrains, des logements, ça incite plutôt les propriétaires à les retenir pour bénéficier à terme de l'exonération. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé en permanence de mettre des patchs, des correctifs, comme celui-ci, ce qui peut créer des effets d'aubaine. Mais néanmoins, ce dispositif est annoncé. Je ne le vois pas dans le PLF. Donc, à quel moment, concrètement, avez-vous prévu? Est-ce que c'est en collectif budgétaire? Est-ce que c'est dans une autre loi? Voilà, parce qu'il y a des dispositifs qui concernent les sociétés, mais pas les particuliers dans le PLF. Donc, une question très précise. Il y a beaucoup de questions, je pense, de la part de collègues. Je vois la liste du président à l'instant, des collègues inscrits. Je vais me borner à poser 2 questions sur les dispositifs fiscaux. Qui porte le nom de tous les ministres. J'espère qu'il n'y aura pas un dispositif Mézard, parce que voilà, tous les ministres ont attaché leur nom à un Pinel, à un Borloo, et il y a eu tous les noms possibles et imaginables. Cellier, il y a même eu des collègues ici, Bouvard, voilà. Et tous les ministres se sont illustrés par la création d'une nouvelle niche fiscale, et chacun nous a expliqué que c'était enfin le Besson, etc. C'était enfin le dispositif miracle qui résoudrait la question de la crise du logement. Et on avait à peine commencé à mettre en œuvre le précédent dispositif que le nouveau ministre inventait un nouveau dispositif. Ça donne lieu à des instructions fiscales hautes comme ça, et avec des effets retard importants, puisque parfois il y a des dispositifs qui se prolongent, et malheureusement ça n'a pas toujours donné les résultats escomptés en termes de construction, en termes de réponse à la crise de l'habitat. J'en veux pour preuve que l'on est parfois amené à construire dans des zones où, très concrètement, il n'y a pas les besoins les plus prouvés en matière de construction. La présidente, ton prédécesseur, rappelait régulièrement qu'on construisait des logements étudiants à Clermont-Ferrand en grand nombre. Ce n'était pas forcément là où il y avait le plus d'étudiants. Donc voilà. Et donc ces dispositifs ont aussi des effets pervers, et je considère pour ma part que ce sont plus parfois des dispositifs de soutien à la construction qu'au logement. Alors, j'ai 2 questions précises concernant le Pinel. Est-ce que vous avez mené des études? Est-ce que vous êtes prêt à regarder la question, tout simplement, du prix de ces logements, et notamment des marges des intermédiaires? La conviction du groupe de travail, c'était que lorsqu'il y a un dispositif aidé par un dispositif de défiscalisation, les prix au mètre carré sont plus élevés que les prix du logement libre. On a regardé ça parce qu'il y a des intermédiaires, notamment des spécialistes en défiscalisation, qui évidemment prennent des marges là-dessus. Et est-ce qu'il est éventuellement envisagé à un moment d'encadrer les commissions perçues par les intermédiaires qui vivent de la défiscalisation? L'autre sujet concerne le Borloo ancien. Le Borloo ancien, le document est très bien fait. Il rappelle que 25% des locataires en France, des Français, des ménages plutôt, sont logés dans le parc privé. Donc c'est un quart des ménages qui sont logés c'est 7 millions de personnes qui sont logées dans le parc privé. Et dans ce parc privé, 96% des bailleurs, nous rappelle le document, sont des particuliers. Malheureusement, dans beaucoup d'aspects de la loi de finances, ils vont pas particulièrement être bien choyés. Je pense au nouvel impôt sur la fortune immobilière, je pense au prélèvement forfaitaire unique. Tout ça ne va pas encourager, qui ne concernera pas l'immobilier, ça ne va pas encourager particulièrement le secteur des bailleurs privés. Il y a néanmoins un dispositif qui nous paraît pertinent, qui est celui du Borloo ancien, qui visait à remettre sur le marché des logements à loyer modéré du secteur privé. C'est un dispositif qui a été réformé l'année dernière. Est-ce qu'on a d'ores et déjà le bilan, puisqu'on oublie parfois ce parc, on parle beaucoup des bailleurs sociaux, on parle beaucoup d'aide à la construction, on oublie l'essentiel, qui est le parc existant. Et ce parc existant est finalement un peu le parent pauvre de toutes les politiques, la construction étant aidée d'un côté, les bailleurs sociaux de l'autre. Voilà, donc c'est des questions, vous voyez, à la limite du PLF, mais qui concernent particulièrement votre secteur d'intervention, Monsieur le Ministre. Merci. Alors, Jean-Marc Gabouty. Oui, Monsieur le Ministre, vous prévoyez de réorienter, dans le cadre de nouvelle loi logement,
les dispositifs d'incitation et de défiscalisation pour favoriser la construction de logements. Sans mettre en cause, et on peut avoir là-dessus des vues différentes, l'option de concentrer les efforts sur les zones tendues, ce qui revient aussi à favoriser la concentration urbaine. Et plus on concentrera, plus on aura des besoins dans les zones concentrées. Je pense que ça, c'est une réflexion, on aura peut-être l'occasion d'en débattre lors de la loi lorsqu'elle sera présentée. Mais je voudrais simplement vous attirer votre attention sur l'intérêt de mettre en place des dispositifs transitoires pertinents afin de limiter les effets négatifs de modifications qui sont forcément brutales en termes de délai. Je me rappelle en particulier, dans un domaine totalement différent, de la modification des tarifs de rachat de l'électricité sur le solaire, il y a quelques années, qui avait provoqué l'effondrement de la filière de fabrication et d'installation de solaire en France. Ceux qui s'étaient effondrés, certains d'entre eux avaient été rachetés par EDF, d'ailleurs, ce qui était moralement assez contestable. Donc, dans ce domaine, des assouplissements sont déjà intervenus, mais pour être précis, peut-il être envisagé de maintenir le dispositif Pinel pour des programmes déjà engagés dans des zones B2 avec agrément pour les permis de construire déposés avant le 31 décembre 2017, c'est-à-dire des programmes qui sont prêts et qui, pour la plupart, sont des opérations à tranches, donc des opérations déjà en chantier et qui risquent de rester en stand-by s'il y a effectivement un arrêt brutal. Cela permettrait un atterrissage plus souple dans des zones certes moins tendues, mais qui se caractérisent non pas par un manque de foncier, mais par un manque d'investisseurs pour monter des opérations entre investisseurs et acquéreurs résidents. Donc voilà la question, qui est une question, disons, sur la souplesse, afin d'éviter des difficultés dans des zones qui sont caractérisées en bleu clair sur la carte qu'on a en page 6, je crois, du document que vous présentez. Bien. Parfait, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, sur le dispositif fiscal que nous proposons, ce sera dans le cadre du PLFR. Donc ce sera fait dans les conditions que j'ai indiquées. Finalement, vous me demandez s'il y a eu une évaluation de ces dispositifs. Bon. Il n'y a pas de véritable... quand je me suis penché sur ces problèmes en tant que ministre, il n'y a pas de véritable évaluation et j'ai effectivement demandé d'en savoir plus parce qu'il y a forcément une partie de la construction qui résulte de l'existence du dispositif, mais il y a aussi une part non négligeable d'effet d'aubaine. Et puis des constructions qui se seraient réalisées de toute façon. Vous avez parlé à juste titre des marges et des spécialistes de la défiscalisation. Bien sûr que ça génère un surcoût, d'où l'intérêt de revoir de manière plus précise l'ensemble de ces dispositifs. Sur le Borloo ancien, je crois que le dispositif COS a remplacé le Borloo et ce dispositif n'existe que depuis le mois de mai, donc on manque aujourd'hui un peu de recul pour évaluer la pertinence. Puis vous rassurer, je n'entends aucunement créer un dispositif Mézard ni une loi Mézard. Bon, je pense que l'essentiel c'est d'essayer d'améliorer les choses et que laisser... Oui, je ne pense pas que ça soit un objectif suffisant pour un ministre de laisser une loi à son nom ou un dispositif à son nom. Je ne sais pas si ça vous rassure ou si ça vous inquiète, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est pas mon objectif. Bon. Vous nous avez dit, monsieur le rapporteur spécial, qu'il allait y avoir un nouvel impôt sur la fortune immobilière. Non. Le nom change, mais il existe aujourd'hui cet impôt. Il n'y aura rien de changé par rapport aux dispositions actuelles relevant de la fortune immobilière. Ce que vous pourriez nous dire, c'est que vous pourriez regretter qu'il ne soit pas supprimé, mais je
Je pense que la situation par rapport à ce qu'on appelait l'ISF, c'est de laisser l'immobilier tel qu'il est, mais enfin ça fera quand même sortir un certain nombre de contribuables de ces dispositifs. Monsieur Gabouty, sur les dispositifs transitoires, oui, mais bon, et sur le fait de ne pas oublier les territoires qui sont en blanc, parce que vous savez, j'y suis personnellement toujours très attentif. Si j'ai beaucoup insisté pour qu'on puisse mettre du PTZ ancien sur 4 ans et du PTZ neuf sur 2 ans, c'était pas gagné, et j'ai considéré que c'était une bonne chose d'aller dans ce sens. Il y a à la fois une bonne chose pour permettre de maintenir de la construction et de la rénovation, et aussi comme message, parce que j'entends que la pression est sur les zones tendues, c'est vrai, avec des demandes extrêmement importantes dans un certain nombre de secteurs. Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur la révision des zones? Je pense que c'est aussi un sujet qui peut justifier un travail parlementaire et un travail du gouvernement, parce que de ce que j'entends en allant sur le terrain, le sentiment qu'il serait justifié de revoir un peu ces zones, mais vous savez que chaque fois qu'on touche aux zones, ceux qui sortent hurlent et ceux qui rentrent sont silencieux. Bon. D'ailleurs, vous allez bientôt en avoir l'illustration avec les ZRR. Bon. Mais on ne fera sortir personne. Comme ça, il y aura moins de hurlements. Je donne la parole à Michel Canovet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le portefeuille que vous exercez est extrêmement important pour les élus ruraux que nous sommes ici. Et parmi les mesures qui sont importantes, je vois les questions de très haut débit, notamment parce que pour les territoires enclavés ou les territoires périphériques, il est bien évident que cela est important, et j'espère que les échéances pourront être tenues, parce qu'on voit en termes de dessert téléphonique en particulier qu'il y a encore beaucoup de secteurs qui sont très mal desservis à l'heure actuelle. Donc l'objectif de 2020, il faudra effectivement pouvoir le tenir si l'on veut que nos territoires ne soient pas laissés pour compte. Sur la question du logement, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut absolument une réforme. Simplement, ce qui a inquiété à la fois les élus et les responsables des bailleurs publics, c'est la rapidité avec laquelle un certain nombre de mesures ont été annoncées, et cela nous préoccupe beaucoup. Alors pour le PTZ, j'ai bien entendu les propositions qui ont été formulées d'allonger de 2 ans le temps d'éligibilité, parce que le PTZ est quelque chose d'important, notamment dans les territoires que je représente, où il y a une population qui a des ressources assez faibles, et le seul moyen d'accéder à la propriété, qui est un objectif, est bien souvent le PTZ, parce que ça constitue l'apport en fonds propres ou en quasi-fonds propres qui permet de déclencher les prêts bancaires. Et sans cela, eh bien, beaucoup de nos ménages vont rester habités dans le parc public ou dans le logement privé. Et là, il risque d'y avoir une baisse de la production du parc public, avec les mesures qui ont été annoncées, si des étalements dans le temps ne sont pas effectivement trouvés. Je regarde en Bretagne, par exemple, là où il y a 10 ans, les bailleurs sociaux mettaient 1 000 à 2 000 euros par opération de construction de logements neufs. Aujourd'hui, avec les dispositifs de réduction des interventions publiques, eh bien, ils mettent entre 15 et 20 000 euros par logement en autofinancement, et on ne peut que s'inquiéter si leurs fonds propres et leur capacité d'autofinancement diminuent, que cela ne puisse plus se faire et que des opérations ne puissent plus effectivement se concrétiser. Donc il faut être, je crois, Monsieur le Ministre, particulièrement attentif à cela. Tout à l'heure, vous évoquiez la question de la vente des logements. Oui, c'est quelque chose d'important, mais je vois en Bretagne, par exemple, 10% des logements mis en vente en 2016 ont trouvé preneur. Et le total des logements mis en vente représentait un peu plus de la moitié de la production neuf de l'année. Donc on voit bien que les marges de manœuvre ne sont pas toujours
très, très large là-dessus, parce que ce sont aussi des opérations qui ont du mal à se mettre en place. Alors, je veux appeler votre attention là-dessus pour dire, eh bien, oui, la réforme est nécessaire, elle devra se faire, mais il faut qu'il y ait un peu de temps pour que tout cela puisse être à la fois compris par l'ensemble des interlocuteurs et éviter que cela ne conduise à, je dirais, un déménagement du territoire vers les métropoles ou les zones déjà urbanisées où on sait bien qu'il y a beaucoup de demandes de logement, mais les zones rurales ont aussi besoin de logements pour maintenir et attirer la population. Merci. Merci Michel Canevet. Je passe sans plus tarder la parole à Jean-Marie Morisset, rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales. Merci bien, Monsieur le Ministre. Je pourrais vous évoquer le logement en tant que membre du NESAD HLM depuis plusieurs années. Vous nous avez rassurés pour les écouter dans les décisions à prendre. Je voudrais simplement évoquer surtout le programme concernant l'hébergement vers le logement et l'insertion des personnes. Alors, ce que je peux dire, c'est la quatrième avis que je donne, je pense, Monsieur le Ministre, que cette année, l'approche budgétaire est beaucoup plus crédible que celle qu'on a eue jusqu'à maintenant. Vous nous l'avez dit, on le confirme. Et pour quelle raison? Parce que les années précédentes, tous les ans, il fallait rajouter 153 millions en 2014, 225 millions en 2015, 238 millions en 2016, et surtout, on faisait une approche budgétaire en prévoyant moins que le réalisé de l'année N-2. Donc, effectivement, avec les activités qu'on connaît et les besoins, on savait pertinemment qu'on ne pourrait pas aboutir. Par contre, cette année, Monsieur le Ministre, on ne connaît pas le terrain d'atterrissage de 2017 encore. Même si vous nous dites que ça augmente de 12%, moi je ne peux pas dire encore parce qu'il y a déjà eu un décret d'avance de 122 millions. Et puis surtout, et je le dis, mais même si je n'ai pas la réponse maintenant, c'est pas grave, c'est les CAO, les centres d'accueil et d'orientation, étaient pris en charge par le 177, ils sont passés en cours d'année sur le 302, on est un peu perdu, on ne sait pas trop qui a payé quoi, et ça joue quand même sur plusieurs millions. Donc sur ce point, il faudrait nous rassurer. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, l'objectif c'est le logement d'abord. Et là je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire tous ces gens que l'on reçoit dans nos différentes structures, il faut leur trouver effectivement, leur répondre à la problématique du logement. Et on le prévoit dans le budget, mais on sait très bien que tous les ans, on regarde l'urgence avant justement de pouvoir donner réponse au logement adapté. Et vous savez très bien que l'urgence aujourd'hui, vous avez prévu 200 millions de plus encore cette année. Et pourquoi? Parce qu'on a encore 42 646 nuitées d'hôtel. Alors qu'on a dit tous les ans qu'il fallait réduire les unités d'hôtel. On voit très bien que tous les ans, ça augmente avec toutes les problématiques que l'on a lorsque les gens sont en hôtel, accompagnement social, écoute et tout ce que l'on peut voir. Ma troisième question, le logement et puis l'accueil inconditionnel. Il est dit effectivement que la politique d'hébergement, on doit accueillir tout le monde. Et sur ce programme 177, on accueille beaucoup de gens qui ne peuvent pas répondre à des dispositifs dédiés. Je change tout particulièrement aux demandeurs d'asile qui sont déboutés. Les demandeurs d'asile qui sont déboutés, ils sont un certain nombre, c'est le programme 177 qui doit les accueillir. Et là, rassurez-nous, Monsieur le Ministre, parce que j'ai eu connaissance qu'un certain nombre de SAMU sociaux et leurs opérateurs sur le terrain, gérants des centres d'hébergement, ont reçu l'injonction préfectorale de ne plus accueillir de personnes déboutées du droit d'asile. Donc je pense que sur ce point, il faut exactement nous dire qu'est-ce qu'on doit dire à tous nos opérateurs sur le terrain au jour d'aujourd'hui par rapport à cet accueil que l'on faisait sur le programme 177. Et puis je terminerai en disant que, au-delà de la saturation de nos lieux d'hébergement, vous le savez très bien, les services d'orientation sont débordés. Il faut aller faire un tour au 115 de Paris pour voir au quotidien effectivement les problématiques et les crédits veille sociale diminuent augmentent de 4%. Mais je pense qu'il faut améliorer aussi toute la problématique d'accueil. Et je terminerai par les marchés publics qui sont lancés par rapport aux 5000 places d'accueil qui ont été annoncées. Où est-ce qu'on en est dans ce marché public? Et surtout, est-ce qu'il y aura d'autres opérations de ce type dans l'année qui vient? Merci, Monsieur le Ministre, de vos réponses. Merci, cher collègue. Je vais passer la parole à notre collègue Taillé-Poillan, Sophie. C'est ça? Oui, Taillé-Poillan. Je vais demander aux différents intervenants d'essayer d'être concis dans leurs questions, car il reste encore 6 intervenants. Voilà, merci par avance. Je vais tâcher de l'être. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre.
Oui, deux points que j'aimerais évoquer car déjà beaucoup de choses ont été dites. D'abord, on comprend effectivement la volonté de prendre en compte, et peut-être davantage, vous avez annoncé que le président de la République allait s'exprimer sur le sujet, des quartiers très en difficulté sur le territoire des politiques de la ville. Et vous avez précisé que l'État serait au rendez-vous de ces engagements. Or, que peut-on voir dans le projet de loi de finances qui nous est présenté? C'est quand même une diminution des crédits de l'action numéro 4 du programme 14 et précisément sur la contribution apportée par l'État au financement du NPNRU avec un montant de 15 millions d'euros. Vous l'avez dit vous-même, pour faire les 1 milliard d'euros jusqu'à 2031, il faut 65 millions d'euros par an. Alors, on pouvait comprendre qu'en début et peut-être l'année dernière, on soit à un engagement réel inférieur parce que les projets devaient être lancés, amorcés. Là, on s'attend quand même à une montée en puissance. Donc, nous sommes quand même relativement inquiets sur ce sujet. Deuxième élément, vous avez convenu, je crois, qu'effectivement, les décisions prises de façon, en tout cas ressenties comme très brutale par le mouvement HLM, notamment au regard des décisions sur l'APL et aussi sur le FNAP, cela a déjà été rappelé, allaient provoquer des problèmes de niveau de construction, puisque les réformes structurelles que vous appelez de vos voeux ne peuvent pas avoir des conséquences immédiates. Donc, comment allons-nous faire pour, alors même que l'État, quand il regarde les PLU, les PLH des collectivités, qu'il incite les collectivités à respecter les engagements sur le logement social. Voilà, on va s'interroger sur la façon dont il peut faire respecter cela, alors que lui-même, je dirais, se désengage de l'accompagnement des bailleurs au logement, à la construction de logements sociaux. Enfin, vous avez évoqué le fait de vendre des logements. Alors, on peut s'interroger sur cette politique et notamment sur le fait, cela a été déjà dit, qu'il y ait des acheteurs et aussi sur le fait qu'apparaissent des copropriétés qui, au fil de l'eau, se dégradent parce qu'on a des copropriétaires qui peuvent avoir des difficultés à assumer les investissements nécessaires. Donc c'est quand même un enjeu important sur certains territoires que vous ne semblez peut-être pas prendre en compte. En tout cas, je vous pose cette question. Merci. Merci de cette question, chers collègues. Je vais passer la parole à Annie Guillemot, rapporteur pour avis, rapporteur spécial des affaires éco. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je voudrais revenir sur deux points. Le premier point, c'est en matière de budget. Pouvez-vous nous dire quel a été l'impact des annulations de crédits décidées en juillet 2017, puisque au cours de notre mission d'évaluation avec Valérie Létard pendant les 4 derniers mois, nous avons eu beaucoup d'associations qui nous ont fait part de ce qu'elles ont ressenti comme une injustice à partir du moment où elles avaient reçu une lettre préfectorale leur disant qu'elles avaient leur subvention et qu'en fait, elles n'avaient pas encore déposé le dossier. Donc, c'est quelque chose qui a été très compliqué sur le terrain. Et puis, sur la sanctuarisation des crédits de la politique de la ville que vous avez annoncé, effectivement, au niveau des montants de 2017, avant l'annulation des crédits. Mais quel est le montant sanctuarisé? Ma collègue est revenue dessus. S'agit-il des crédits de l'action 1 ou des crédits de paiement du programme 147 qui, lui, baisse de 16,5%, puisque pour 2018, les crédits du programme 147 sont en diminution de 16,5% en autorisation d'engagement en raison de la baisse importante des crédits dédiés à la rénovation urbaine. Et cet engagement de sanctuarisation signifie-t-il également que vous veillerez à ce qu'il n'y ait pas d'annulation de crédits au cours d'exercices comme en 2017, puisque c'est vraiment au niveau du terrain des élus, mais aussi des associations et des structures, un des problèmes prioritaires. Deuxième question, qui touche aussi au budget, mais qui concerne plus particulièrement l'ANRU, qui n'a d'ailleurs toujours pas de président. Vous avez indiqué devant la commission politique de la ville et cohésion sociale qui est commune à l'AMF, France urbaine et ville et banlieue, que vous souhaitiez simplifier les procédures d'instruction des projets de renouvellement urbain, ce qu'avec ma collègue Valérie Létard, nous avons d'ailleurs mis dans notre rapport. Avez-vous demandé à l'ANRU d'agir en ce sens parce que nous partageons totalement ce constat?
Et d'autre part, seuls 15 millions d'euros sont prévus s'agissant du renouvellement urbain dans le budget 2018. On est donc bien loin de l'engagement du gouvernement de continuer à hauteur d'1 milliard sur la durée du programme. Quand l'État compte-t-il s'engager effectivement dans le financement du nouveau PNRU ? Et sachant qu'il n'y a aujourd'hui aucun article dans le projet de loi de finances qui porte le montant du NPNRU de 6 à 10 milliards, sachant aussi que la question du financement, vous l'avez dit, des 4 milliards supplémentaires serait aboutie avec Action Logement, mais avec l'USH, ça n'en prend pas le chemin. Merci Madame la rapporteure. Il reste 4 orateurs inscrits. Je les appelle à nouveau à la concision. La parole est à Didier Rambaud. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais revenir sur la question de la consommation des crédits DETR. J'avoue que j'étais surpris de vous entendre, j'ose pas dire énervé, vous entendre dire qu'on avait une mauvaise consommation de ces crédits. Je siège dans mon département en Isère au sein de la commission départementale DETR. Je n'ai pas cette impression. Alors peut-être qu'il est vrai que dans certains départements c'est le cas. Si c'est vrai, j'ai envie de vous faire une proposition peut-être de mise en place d'un système de bonus-malus. Et de sorte que les départements qui effectivement consomment bien ces crédits soient récompensés et que dans le cas contraire, il y ait peut-être une forme de pénalisation pour encourager ceux qui effectivement investissent. Merci. Remercions Didier Rambaud et le félicitons de la concision à la rapidité. Je passe la parole à Pascal Salvodelli. Oui. Monsieur le Président, si vous trouvez que je suis trop long, vous me coupez, ne vous inquiétez pas, je respecterai. Non, Monsieur le Ministre, vous avez beaucoup insisté sur la restructuration du secteur du logement. Il y a une sincérité de propos. Vous avez insisté, il faut vendre du logement social. Écoutez, moi, il y en avait, Monsieur Dallier était là tout à l'heure, on connaît la région parisienne. Moi, j'ai un problème, j'ai 600 000 demandeurs de logement, j'ai 80 000 attributions. Et j'ai 89% des populations éligibles au logement social, quelle que soit la couleur politique du maire. Donc vous voyez bien que ce transfert d'un autre modèle du logement, où on transférerait le logement locatif vers le privé, ne va pas résoudre le problème. Enfin, je veux dire, là, faut... voilà, je le dis un peu passionnément, mais avec beaucoup de considération. Je veux dire, voilà. Et vous dites le dialogue. Moi, l'autre jour, je vous pose une question sur quelle est la rente des offices HLM. En question d'actualité, je ne comptais pas avoir la réponse immédiatement, mais il y a un moment, il faut mettre les chiffres sur la table. Parce que pour que le dialogue s'opère, il faut un profond respect des uns et des autres. Et quand on affirme quelque chose, il faut des arguments. Cela étant dit, 2 propositions. Est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure, et je l'ai entendu, vous parler de la question de la révision des zones. C'est pas la même chose. On sait tous que la révision des zones ne pourra pas se faire immédiatement. D'ailleurs, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Il y a quelque chose à travailler. Donc moi, je vous pose la question, est-ce que dans les zones les plus tendues, vous êtes prêts à prendre en charge le blocage des loyers, puisque la loi vous y autorise? Donc ça, c'est une proposition. La deuxième proposition, c'est sur un autre engagement, peut-être qui est moins présent là dans nos discussions, mais... je pense que nous avons, dans le domaine du logement, un effort national à faire en termes de transition écologique. Donc là, je voulais vous soumettre une proposition. Donc il n'y a pas seulement de la critique, mais par exemple, est-ce que vous seriez favorable à ouvrir un livret d'épargne qui pourrait être ouvert donc aux particuliers comme à des personnes morales? Et là, moi, je pense par exemple aux syndicats de copropriété ou aussi aux organismes HLM. Ça pourrait accompagner l'effort national de transition écologique, géré par la Caisse des dépôts. C'est un fonds d'épargne qui pourrait financer des études et des travaux, vous voyez, sans alourdir les charges des propriétaires, des bailleurs, mais aussi des occupants. Donc, vous voyez, donc 2 propositions dans cette discussion. Merci de votre attention. Merci, chers collègues. Je passe la parole à Dominique Delège. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je crois que sur le diagnostic, on est tous d'accord. On dépense en gros 35 milliards avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur des espérances. L'objectif, on l'a bien compris, il s'agit de dépenser moins et d'essayer de faire mieux. Là-dessus, moi, je vous suis. Après, à l'intérieur, sur les mesures, on peut avoir un débat. Mais si on raisonne de façon plus globale, ne craignez-vous pas qu'avec un désengagement des fonds publics et des partenaires publics, et en même temps
en maintenant un impôt sur les grandes fortunes en matière immobilière, est-ce que vous ne craignez pas que vous dissuadiez ceux qui pourraient être tentés d'investir dans l'immobilier, d'investir dans autre chose que de l'immobilier, d'autant plus que la rentabilité aujourd'hui entre la taxe foncière, la CSG et l'ISF fait qu'on peut déjà être tenté de le faire. Donc ne trouvez-vous pas qu'il peut y avoir une contradiction entre cette volonté, comme le disait à l'instant le collègue, de vouloir transférer les investisseurs du public vers le privé tout en maintenant une fiscalité qui ne semble pas très attractive? Merci, cher collègue. Et je passe la parole au dernier intervenant inscrit, Victorien Lurel. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, je serai bref. J'aimerais attirer votre attention sur la situation quand même particulière des Outre-mer. Quand je prends de façon combinée ce qui va se faire à la mission Outre-mer et la vôtre, je crains un peu les conséquences. On devait faire 100 000 logements sur 10 ans, 10 000 logements par an pour 11 territoires habités dans les Outre-mer. Je rappelle, c'était simplement une augmentation de 2 000 logements. On en fait à peu près 7 800, 8 000. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça. Mais mieux encore, lorsqu'on lit la loi de programmation des finances publiques, l'article 17, et vous l'avez dit il y a un moment, les dépenses fiscales ne devront plus représenter désormais que 28% des recettes fiscales nettes de l'État. Et puis, limitées à 4 ans. Or, on avait pris des engagements à l'époque pour la stabilité financière et assurer ou rassurer les investisseurs et qu'il fallait une durée suffisante. On avait parlé de 15 ans, on est revenu à 10 ans, à 5 ans, tous les ans. Et il y a eu 16 changements dans les dispositifs fiscaux. Or, on sait que ça a été efficace. Et j'ai entendu qu'il n'y a pas eu d'évaluation sur les intermédiaires, l'efficacité, l'efficience de tout ça. Oui, l'inspection générale des finances a même encadré, il me semble, les commissions servies aux intermédiaires. Là, je comprends plus très bien. Enfin, j'ai cru comprendre qu'avec les assises des Outre-mer, tout est différé. On devait avoir des plans de convergence. Là, c'est la cohésion, mais nous, on parle de convergence sur à peu près une quinzaine d'années. Il faut donc de la pluralisation. Et là, on ne voit pas du tout les choses. Moi, ce que je crains, j'attire votre attention, ce n'est pas vraiment une question. L'effet combiné avec la diminution de la LBU, la remise en cause de la stabilité fiscale, y compris des niches sociales, qui doivent représenter 14% désormais des recettes, il y a là un effet de souffle que nous ne maîtrisons pas. Par ailleurs, nous ne bénéficions pas là de location logement, on pourrait dire que c'est heureux. Nous participons au FNAP, c'est ça, le Fonds national d'aide à la pierre, qui n'intervient pas là-bas. L'ANA intervient de façon peu conséquente dans les Outre-mer. Donc on a là un dispositif global qui change, et moi je crains, compte tenu de la nature de la zone, elle est très tendue partout, eh bien je crains un peu les conséquences. Donc j'attire votre attention avec votre collègue des Outre-mer pour trouver un dispositif plus efficace et ne pas diminuer en valeur nominale les crédits de la ligne budgétaire unique. Merci, chers collègues. Donc, je n'ai plus d'intervenants inscrits. Je vais passer à présent la parole à Monsieur le ministre pour répondre globalement à toutes les questions. Enfin, globalement, je ne sais pas, mais peut-être une par une. À Monsieur le sénateur Canevet, qui nous a parlé du très haut débit. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un engagement prioritaire du gouvernement et du président de la République. Nous saurons d'ici la fin de l'année quel est l'état de la situation et de nos discussions avec les opérateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais relativement optimiste, j'espère ne pas me tromper. C'est vrai que assurer le très bon débit d'ici fin 2020, c'est un challenge. C'est un challenge, pas forcément sur les accords à passer avec les opérateurs, les engagements contraignants, mais aussi techniquement. Et ça nécessitera de recourir à plusieurs dispositifs, que ce soit le satellitaire, que ce soit la 4G. Il va falloir un mix, mais je compte beaucoup sur la 4G pour assurer cela. Bon. Vous avez dit sur par rapport au logement qu'il fallait du temps pour la réforme. C'est sûr que pour la restructuration, je l'ai dit tout à l'heure, il fallait compter 2 ou 3 ans.
Mais vous savez bien aussi que si on n'engage pas un certain nombre de réformes en début de mandat et de quinquennat, ensuite, il y a peu de chances qu'on réforme. Bon. Je voulais vous dire aussi que, parce que j'ai entendu pas mal de choses sur le dispositif Pinel, cher Yvon Collin, en zone C. Combien il avait été mis en place, je crois, c'est sur 2017. Hein, et il fallait un décret qui a été pris au mois de mai, je ne me souviens plus de la date exacte, le 3 mai, mais je crois que le résultat, c'est que ça, il fallait aussi, avec un système pour accepter les dossiers, je crois que ça a concerné quelques dizaines de logements. Bon. Je crois que c'est une vingtaine. Bon. Ce qui veut dire que, bon, c'était pas forcément une pression considérable. Monsieur Morisset, sur l'hébergement d'urgence, je partage vos observations et ce que vous avez dit et qui correspond strictement à la réalité par rapport à ce qui se passe depuis plusieurs années. Je dirais qu'on court après. On court après. Nous avons essayé de moins courir après. J'espère que cela produira ses fruits. Bon, vous dire aussi que c'est vrai, il y a une certaine complexité avec des structures d'accueil dépendant du crédit ministère de l'Intérieur et des structures dépendant des crédits relevant de mon ministère. C'est une réalité. Je souhaite que dans l'avenir, on aille vers davantage de simplification. Et puis, quand il y a urgence, vous savez, la question première qu'on se pose, c'est comment on va résoudre le problème des gens. Nous l'avons vécu sur Irma. Hein. Je dois vous dire que pour accueillir ceux qui venaient de Saint-Martin, on ne s'est pas posé immédiatement la question de savoir quel était le budget qui allait payer. On les a accueillis. Bon. Mais là où vous avez raison aussi, c'est la question des nuitées. Sur la région parisienne, on doit être à 33 600 ou 34 000 et le chiffre global, vous l'avez donné. Une nuitée en région parisienne, c'est-à-dire une chambre d'hôtel louée à l'année, c'est 19 000 euros. Quand on a dit ça, on peut effectivement s'interroger les uns et les autres sur la pertinence de ces dispositifs, mais c'est dans l'urgence que chaque année, on s'est lancé là-dedans. Et encore une fois, moi, je ne fais pas le procès de la situation que j'ai pu trouver ainsi que le gouvernement. C'est pas nos concitoyens, ils se moquent éperdument de savoir qui en est responsable. Ce qu'ils veulent, c'est essayer que l'on trouve des solutions. Mais c'est vrai que c'est un sujet très difficile. J'ai visité, je suis allé, sans les médias, passer une longue soirée avec le SAMU social. J'ai fait la maraude, j'ai vu comment ça fonctionnait, je suis allé voir comment ils recevaient les appels, quel était le pourcentage auquel ils pouvaient répondre. Et quand on a fait ça avec des gens qui ont beaucoup de générosité et qui ont de vraies compétences dans le secteur social, on se dit qu'il est effectivement indispensable d'aller vers la politique du logement d'abord, parce que je ne crois pas qu'il soit bon de laisser les choses en l'état. Et puis quand on sait que sur les gens, les femmes et les hommes qui sont logés dans ces nuitées, il y en a une bonne partie qui sont en attente de régularisation depuis des années. Depuis des années. Est-ce que, globalement, nous sommes bien raisonnables les uns et les autres? Je crois que le record, au point de vue nuitée, il y en a un qui y est depuis 12 ans, et il y en a plusieurs milliers, je crois 4000, qui sont en hébergement à l'hôtel depuis 5 ans. Bon. Donc, je pense que nous avons les uns et les autres, et le gouvernement en premier, certes, mais des efforts à réaliser, pour essayer d'améliorer cette situation. Madame Sophie Taillé-Polian, d'abord sur la politique de la ville. Vous m'avez posé une question sur les crédits, les crédits politiques de la ville. Je vous confirme que les crédits de paiement sont sanctuarisés sur le quinquennat et ça figure dans la loi de programmation des finances publiques. Donc la réponse
est claire là-dessus. Bon. Alors vous me dites sur l'ANRU, il n'y aurait que 15 millions d'euros. Je crois qu'il n'y a eu que 2 contrats, 2 opérations signées. Bien sûr que ce que l'on fera est en accord avec le directeur général de l'ANRU, c'est qu'en fonction de ce nouveau programme de rénovation urbaine, les crédits qui sont dédiés à ce NPRU feront l'objet d'une ouverture lors du débat parlementaire en lien avec l'accord global que nous sommes en train de mettre au point avec Action Logement et qui sera signé dans les jours qui viennent. Mais pour en discuter régulièrement avec le directeur général de l'ANRU, je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Nous sommes dans l'attente de la désignation d'un nouveau président. Ça va venir incessamment sous peu. Mais je ne crois pas que vous avez fait part aussi de votre inquiétude sur la vente des logements. Il ne s'agit pas de créer du mitage avec de nouvelles copropriétés, je l'ai dit, il faut aller vers des ventes en bloc. Et sur 8000 logements par an, c'est quand même extrêmement modéré. Et passer à 40 000, ça fait moins d'1% du parc. Je pense aujourd'hui que la situation, c'est compliqué pour les bailleurs sociaux de réaliser des ventes. Il n'y a pas une véritable volonté. Il ne s'agit pas d'en faire à la pelle et des tonnes, mais je pense que si on passe à 0,6, 0,8% du parc, c'est le bon moyen d'assurer un financement et de faciliter l'accession sociale à la propriété. Madame Guillemot, sur l'annulation des crédits 2017. Écoutez, nous avons en matière de gestion politique, les uns et les autres ici, un certain nombre d'heures de vol. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des annulations de crédits. Ce que je tiens à vous dire, c'est que nous avons décidé que pour 2018, il n'y en aurait pas, ce qui est une nouveauté. Ce qui sera une nouveauté. Bon, là aussi, je ne vais pas faire le procès du passé, parce qu'on risquerait d'être là longuement, Madame la sénatrice Espagnac, et vous savez de quoi je veux parler. Mais quand même... sur ces annulations de crédit, nous avons fait le nécessaire en ce qui concerne mon ministère pour qu'elles soient réalisées prioritairement sur les crédits mis en réserve pour limiter l'impact sur les territoires. Et on a tout fait justement pour limiter cet impact et puis aussi voir comment on pourrait en prendre sur 2018. Alors certes, ça a posé quelques problèmes. Oui, mais vous savez, sur les années précédentes aussi, ça a posé des problèmes. Moi, je me serais bien passé de ça, comme d'autres. Et vous savez, je vais sur les territoires. J'ai l'habitude de dire les choses, moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas ici. Quand je vais sur les territoires et que je suis face à un certain nombre de contrats signés depuis, en tout cas en fin de quinquennat, avec financement signé par l'État, avec financement prévu en face 0, et je peux vous en faire la liste. Je pense que j'essaie de ne pas forcément réagir et de dire qu'on fera le maximum, et on le fera, pour honorer la signature de l'État. Mais de grâce, bon, je crois que là-dessus, chacun porte sa croix, y compris quand on est laïque. Bon. Vous avez parlé de l'ANRU au niveau de la simplification. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui me remonte des territoires et de ceux qui ont des programmes ANRU, c'est que c'est devenu compliqué, trop compliqué. Et là-dessus, j'en ai parlé au directeur général Nicolas Grivel, qui est tout à fait d'accord avec ça. Je pense que dès que nous allons avoir un nouveau président, et ça va être le cas, et qu'on pourra réunir le conseil d'administration, il faut qu'on travaille pour simplifier les choses. C'est indispensable. Parce que plus c'est compliqué, plus ça prend de temps, et moins on répond aux demandes de nos collectivités. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Monsieur Rambaud nous a parlé de mettre un bonus-malus en place sur la DETR.
On s'est souvent exprimé dans les territoires en disant ceux qui consomment, s'ils pouvaient récupérer ce que les autres n'ont pas consommé, ça serait très bien, mais ça n'a jamais été une idée absorbée par Bercy. Bon. Mais je vous confirme qu'il y a pas mal de crédits DETR qui ne sont pas utilisés. C'est une réalité. Il faut dire aussi, à décharge de nos collègues dans les collectivités, que comme il y a eu une forte augmentation de ces crédits d'investissement les années précédentes, je pense qu'il y a un certain nombre d'opérations qui ont pris du retard et qu'il est possible que ça soit davantage, même certains, utilisés dans les années qui viennent. Je fais remarquer aussi, même si ce n'est pas sur le budget de mon ministère, que nous avons fait le maximum pour maintenir ces dotations, ces subventions au niveau le plus haut, ce qui n'était pas forcément évident. Et c'est aussi ce qui ressort du budget, que ce soit sur la DETR qui est maintenue à 1 milliard d'euros ou sur la décile où on doit être à 660 millions. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les collectivités qu'une mauvaise nouvelle. Monsieur Salvodelli, nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout, mais ça c'est le débat démocratique. En tout cas, c'est normal que nous échangions et de la manière la plus respectueuse. La révision des zones, je me suis exprimé là-dessus. Vous avez parlé encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, nous connaissons l'historique. Il y a eu une première mesure rendant finalement obligatoire l'encadrement des loyers sur 22 communes, là aussi si ma mémoire est bonne, et puis un pas en arrière sous le gouvernement Valls pour rendre les choses facultatives, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a Paris, il y a Lille et il y a Grenoble qui se lance là-dessus. Lille, le tribunal administratif a fait sauter le dispositif et j'ai décidé puisque c'est l'État qui peut faire appel, c'est pas j'ai décidé de faire appel au nom de l'État contre la décision mettant à mal l'encadrement des loyers à Lille. Et j'ai appelé Madame le maire de Lille pour lui demander ce qu'elle souhaitait, et c'était ce qu'elle souhaitait, et c'est tout à fait normal de l'avoir fait ainsi, pour le développement de ce dispositif. Ou pas. Je considère aujourd'hui que nous n'avons pas le recul nécessaire, qu'il faut voir quel est le bilan de ce qui se passe à Paris et de ce qui se passera à Lille, en tout cas déjà à Paris, pour prendre une décision pour l'étendre ou ne pas l'étendre. Il faut voir ce que ça donne concrètement avec un minimum de recul, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, il n'est pas prévu en tout cas de mettre à mal le dispositif parisien ou celui de Lille. Vous proposez d'ouvrir un livret transition écologique géré par la Caisse des dépôts. Pourquoi pas? Je ne peux pas vous répondre comme ça. Enfin, a priori, ce n'est pas forcément quelque chose qui me choque, hein, mais bon, sous réserve, hein, faites une proposition, y compris dans le cadre parlementaire. Je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça, si ça peut être utile. Monsieur Delège, en fait, vous avez parlé IFI. Bon, si j'étais taquin avec vous, mais pour avoir commis quelques rapports avec vous, je ne vais pas l'être. Mais nous reprocher de laisser un impôt sur la fortune immobilière quand on est contre l'ISF, que ne l'avez-vous pas fait entre 2007 et 2012? Mais là, c'est mon côté taquin. Hein, bon. Hein. Non, je crois que, bon, vous voyez, avec une mesure comme celle-ci, on a le privilège d'être critiqué par ceux qui considèrent qu'on n'aurait pas dû toucher du tout à l'ISF et critiqué par ceux qui considèrent que finalement il fallait tout supprimer. Mais c'est une situation à laquelle je suis habitué, ça.
Monsieur Lurel, oui, sur l'outre-mer, j'entends. Nous avons convenu avec la ministre de l'Outre-mer d'avoir une concertation particulière en matière de logement, et c'est dans le document que nous vous avons remis, d'avoir une approche spécifique sur le logement, sachant que je sais les difficultés particulières d'un certain nombre de territoires que vous avez été en charge au gouvernement de ce secteur. Il y a des territoires sur lesquels on peut être particulièrement inquiet. Je pense à Mayotte, je pense à la Guyane. Bon, et évidemment, les conséquences des événements climatiques que l'on a connus, mais il y a des difficultés tout à fait spécifiques et tout à fait particulières qui pourraient justifier un traitement particulier. Monsieur le Président, je ne sais pas si j'ai suffisamment bien répondu, mais j'ai essayé de faire en sorte. Voilà donc pour cette audition de Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, devant la Commission des Finances du Sénat sur le PLF 2018. Selon lui, selon Jacques Mézard, il faut vendre davantage de logements sociaux pour financer les bailleurs sociaux, alors que ces derniers, ils devront baisser leur loyer. Jacques Mézard évoque cette proposition alors que le gouvernement prévoit, vous le savez, dans le budget 2018, de baisser les appels. Il demande donc aux bailleurs sociaux de baisser en contrepartie leur loyer pour ne pas impacter les allocataires. Il propose de passer de 8 000 à 40 000 logements sociaux vendus par an. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.